Madame, Monsieur, bonsoir. C'est dans ce quartier symbole du développement à la base que nous avons un nouveau rendez-vous avec le gouvernement. Le quartier Amad Aromé qui abrite la maison des jeunes. Et c'est d'ici que nous allons parler justement de la jeunesse et de l'emploi, de la femme et de l'autonomisation, des populations vulnérables et du minimum vital, ou encore des communautés à la base et des infrastructures socio-économiques de base. Un tableau synoptique reflet d'une vision, celle du chef de l'État, d'un concept, celui du développement à la base. Et depuis 2008, eh bien, ce concept s'emploie à gagner du terrain sur la pauvreté dans notre pays. Et au-delà d'un simple tableau, eh bien, c'est le quotidien des populations que nous allons dérouler tout à l'heure dans cette émission. Notre interlocutrice, la ministre Myriam Dessou d'Almeida, ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, elle se prête volontiers à nos questions et c'est dans un instant. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir Monsieur Gerson Devaux. Alors le développement à la base est un vaste chantier que nous allons essayer d'explorer ensemble avec vous et avec Amen Assignon, journaliste et freelance et correspondante VOA Afrique. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir Madame Assignon. Et Augustin Sizing du journal Écho du Pays. Bonsoir Madame la Ministre. Monsieur Sizing, bonsoir. Alors d'abord Madame, on va commencer par votre regard sur la jeunesse togolaise, présenté en 3 cases, défi, débrouille, réussite. Laquelle cocheriez-vous et qui correspond à votre perception aujourd'hui de la réalité et pourquoi ce choix, Madame? Merci Monsieur Devaux. Je voudrais déjà vous souhaiter la bienvenue dans l'un des 3 incubateurs sur les 5 qui vont être construits d'ici la fin de l'année au Togo, le Nounia Lab de Lomé. Et sans hésiter, je choisirais la case défi. Mais laissez-moi vous dire aussi qu'elle ne s'exclut pas l'une et l'autre. La case défi, pourquoi? Parce que le monde entier est face à des défis énormes, des défis politiques. Nous avons traversé des crises qui ont eu des conséquences importantes sur nos vécus et sur nos pays. Des défis également au plan sanitaire, au plan financier. Et du coup, tous ces défis impactent la vie des citoyens, des concitoyens, et notamment de notre jeunesse dans l'environnement socio-économique et politique de notre pays. Ces défis donc sont liés aussi à l'épineuse question de l'emploi et de la capacité des solutions que nous proposons à répondre efficacement aux problématiques qui sont posées dans le domaine de l'emploi des jeunes. Débrouille, je le dirais aussi, parce qu'en dépit de ces défis, la jeunesse togolaise, elle est méritante. Elle est déterminée, elle est battante et elle n'est pas restée les bras croisés. Elle l'a prouvé tout au long de ces crises qui ont émaillé les journées, les années, les semaines au cours de cette décennie. L'extrémisme, la cherté de la vie, les crises sanitaires, les jeunes ont été là pour apporter des solutions et continuent donc de se débrouiller pour être actifs et pour contribuer à la construction et au développement de notre pays. Et vous aviez dit réussite. Sans aucun doute, oui, nous avons de belles réussites. La jeunesse et une bonne partie de la jeunesse, il faut le reconnaître, connaît des réussites et est symbole de réussite. Même si on n'en croise pas à tous les coins de rue, les succès, il faut les reconnaître et il faut se dire que dans tous les domaines, nous avons des réussites, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan, économique, sur le plan entrepreneurial, sur le plan social. Nous avons vraiment de belles réussites que nous encourageons et que le gouvernement se félicite d'avoir aussi su accompagner en leur temps.
Je vous donnerai des exemples hein, sur le plan culturel. Vous avez Centrinos, vous avez l'étoile montante de la musique togolaise, vous l'avez deviné. Centrinos et Almonc, d'ailleurs. Vous avez également, dans le domaine de l'innovation, le jeune Raoul Kezoué, qui s'est illustré avec sa voiture, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de conduire à travers les rues de Lomé en quelques minutes. Vous avez quelqu'un comme Samson Agbevoudo, qui expose et qui a eu l'opportunité d'exposer ses œuvres dans un marché de Noël en France. C'est remarquable. C'est une réussite de quitter le Togo, son quartier de Agoué, et d'être capable de se hisser au rang des acteurs de la culture internationale. Quelqu'un comme Edem Adjamagbo, qui également s'est illustré dans le domaine du digital et du numérique avec ses solutions C'est moi. Je peux dire que oui, la jeunesse se conjugue également en réussite et surtout en réussite. La jeunesse se conjugue en réussite. Madame la ministre, il y a quelques semaines, vous étiez à Paligno aux côtés d'Adebayor pour le lancement de son projet Formation Emploi Jeunes. Alors, comment votre département compte accompagner cette initiative ? C'est une très belle initiative et j'en profite d'ailleurs pour féliciter le promoteur qui est connu de tous. Et je voudrais dire que le gouvernement est engagé depuis très longtemps pour accompagner toutes les initiatives qui concourent à la promotion de l'emploi des jeunes, à la consolidation du potentiel des jeunes à contribuer au développement économique de notre pays. Et notamment, vous savez, la feuille de route gouvernementale dans son axe 2 ambitionne, j'allais dire, de s'appuyer sur les forces de notre économie. Et l'une des forces de notre économie, c'est l'agriculture. On notera bien entendu l'existence d'un port en eau profonde qui facilite également un développement économique dans la logistique et puis tout ce qui est en lien avec le digital qui également constitue un fort potentiel de développement pour la jeunesse. Et donc, cette initiative d'Adebayor vient renforcer les outils pour atteindre les objectifs donc, de ce axe 2 qui constitue à créer des emplois, à renforcer la création des emplois dans le domaine de l'agrobusiness. Le département que je porte naturellement est engagé et était présent aux côtés de M. Adebayor parce que ce projet est un incubateur spécialisé dans l'agrobusiness et donc il vient s'ajouter à la longue liste des incubateurs dont je parlais tantôt et il permet également de valoriser les investissements du gouvernement, de les exploiter, ces opportunités, la création des CIFAD, l'IFAD agriculture, l'IFAD élevage à Barkwassi et toutes les initiatives qui tendent à faire de l'agriculture, à confirmer la place de l'agriculture dans son rôle de pourvoyeur d'emplois, de création d'emplois. Alors, nous ne pouvons qu'accompagner une telle initiative parce que les jeunes ont du potentiel et dès lors qu'on leur apporte un appui, dès lors qu'on leur tend la main, on arrive à les pousser et à les amener à en tirer d'autres. Je souhaite vraiment plein succès à cette initiative. Il faut savoir que d'autres comme CI Adebayor ont déployé, ont développé des initiatives comme celle-là. Nous avons le cas de Madame Abira Bonfo, l'honorable Abira Bonfo, qui également a une initiative qui vient en soutien à la jeunesse, qui vient compléter les multiples programmes d'excellence qui contribuent au renforcement de la capacité et des compétences des jeunes. On a le cas de l'incubateur de l'autre député à l'Assemblée nationale française,
M. Patrice Anator, qui également a instauré un incubateur à Lomé. Donc ces initiatives viennent renforcer vraiment l'ambition du gouvernement de s'appuyer aussi sur le secteur privé. Cette alliance forte que nous appelons permet de déployer en complément des initiatives gouvernementales. L'accompagnement de l'État pour ces initiatives, comment est-ce que cet accompagnement s'exprime? Est-ce que c'est des exonérations de taxes? Est-ce que c'est des facilités que le gouvernement offre pour permettre justement la promotion de ces genres de projets? Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement a anticipé tout cela et dans sa recherche et sa proposition de valeur pour l'employabilité et le renforcement de l'employabilité des jeunes pour qu'ils puissent contribuer efficacement au développement économique de notre nation, le gouvernement a instauré un cadre légal qui est favorable donc à ce genre d'initiative. Il est bien entendu que nous sommes dans une approche d'amélioration continue et de façon méthodique, périodiquement, le gouvernement revisite ces initiatives, ces projets et tire des leçons de ces projets pour améliorer le futur. Et donc, sachez qu'il existe aujourd'hui un certain nombre de dispositifs qui favorisent l'éclosion et le développement d'initiatives comme celle-là. Et c'est à juste titre que vous voyez les Togolais s'investir aux côtés d'autres Togolais pour porter la jeunesse. Alors, Madame la ministre, vous avez parlé d'Adebayor tout de suite. Vous avez cité aussi certains noms. Madame Abira Bonfo, vous avez parlé du Togolais qui est député à l'Assemblée nationale française, Anator. Comme ceux-ci, il y a des Togolais qui ont aussi des moyens. Comment les marketer, les inciter à aller vers des projets porteurs pour soutenir la formation emploi et soutenir justement la jeunesse et accompagner le gouvernement dans sa lutte contre le chômage et le sous-emploi? C'est un travail de longue haleine et nous y sommes déjà presque. Vous savez, le cadre de concertation secteur public, secteur privé n'est pas exclusivement un cadre pour voir comment est-ce que le secteur public, le secteur privé fait du business et s'enrichit en étant appuyé. Mais c'est aussi un cadre qui permet de réfléchir ensemble sur les capacités de notre jeunesse et comment le secteur privé peut s'investir donc, pour porter cette jeunesse-là. Et je vous dirais, il y en a d'autres. Hein. Je citerai aussi Madame Bamaison, qui porte un incubateur depuis plusieurs années, Innovop, qui a produit un certain nombre de réussites et de succès au plan national. Donc, cette alliance, l'État n'a pas vocation à créer des emplois, mais l'État crée les conditions de création d'emplois. Et c'est dans ce sens que la relation et le partenariat avec le secteur privé est une composante essentielle de la réussite de nos projets et de nos programmes d'employabilité des jeunes et de la lutte contre le chômage. Aujourd'hui, Madame, beaucoup de jeunes Togolais ont des formations, ont reçu des formations, ils ont des diplômes, voire même des compétences, mais le souci, la difficulté, c'est de trouver un premier emploi. Et pourtant, il y a des structures pour accompagner ces jeunes-là, autres mécanismes tels que NPE, FAEJ. Aujourd'hui, on est même à Nounia Lab. Comment expliquer ce paradoxe-là entre l'existence de ces structures et la difficulté donc, des jeunes? Face à la question de l'emploi, on constate la diversité de jeunes. Vous parlez aujourd'hui des jeunes qui ont un diplôme et qui cherchent un emploi salarié. L'emploi salarié n'est pas l'unique alternative. Et c'est pour cela d'ailleurs que depuis plusieurs années, le gouvernement a initié des projets comme le FAEJ et le département en charge de l'emploi des jeunes réfléchit et apporte sa contribution pour que cette diversité de jeunes en âge de travailler et de produire puisse trouver sa voie. Alors, vous parlez donc de ceux qui ont un diplôme et qui ont reçu des formations, qui cherchent un premier emploi. Ils ne sont pas tous obligés d'aller chercher un emploi. Et quand vous regardez derrière vous, vous constaterez que beaucoup de jeunes qui ont des diplômes ont compris que l'entrepreneuriat est une voie. Et ça, c'est l'une des réussites aussi de cette initiative qu'est le projet FAEJ.
À côté du projet Fayège, vous avez des programmes comme Aide, vous avez le volontariat. Le volontariat, on ne le dira pas assez, permet de couvrir également cette diversité de jeunes. Donc ces différentes solutions sont là pour aider les jeunes. Mais le gouvernement ne le fera pas seul et c'est pour ça que nous invitons le secteur privé à contribuer donc à cette question. Il y a un élément dont il faut tenir compte aussi dans cette théorie de premier emploi. Je crois qu'il y a eu une bonne évolution dans le contenu des formations. Avant, on allait à l'école jusqu'à la maîtrise, on commençait à faire un premier stage. Aujourd'hui, très tôt, les jeunes ont l'opportunité de toucher du doigt les réalités et les formations sont de plus en plus adaptées pour leur permettre d'être prêts à l'utilisation. Donc cela réduit un peu le nombre de jeunes diplômés qui ont besoin d'aller se tester ou de faire une première expérience avant d'être acceptés dans les entreprises. Mais il faut reconnaître que nos entreprises sont friandes de talent. Et le talent, c'est le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. Et c'est beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous nous évertuons à renforcer le savoir-être de notre jeunesse pour qu'elle puisse vraiment donner le meilleur d'elle-même, qu'elle puisse apporter des réponses appropriées aux attentes de nos entreprises qui sont devenues très exigeantes. Nous les appelons aussi à ouvrir leurs portes pour que les jeunes puissent faire leur premier pas. Un jeune qui veut entreprendre, c'est vrai que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une chose aisée. L'entrepreneuriat ne s'apprend pas et ne se raconte pas. Donc, lorsqu'on a une vision, il est important d'avoir déjà vécu la réalité d'une entreprise, ne serait-ce qu'un jour, ne serait-ce qu'une semaine, ne serait-ce. Et pour ça, nous trouvons les meilleures opportunités avec le secteur privé et même public pour offrir des opportunités à ces jeunes. Vous avez évoqué à l'instant le programme Aide. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Le programme Aide est un programme, pour le rappeler rapidement, qui est destiné à offrir une opportunité de stage ou une opportunité, je dirais, de premier emploi, d'apprentissage aux jeunes qui sortent de formation et qui sortent d'école. Ce programme a permis, on a eu au cours des dernières années à peu près 15 000 stagiaires qui ont été insérés dans le programme. Et sur ces 15 000, on a à peu près 40% qui ont été retenus par les entreprises. Il est clair que qui dit entrepreneuriat, qui dit entreprise, dit marché, dit opportunité de production et de vente. Et donc, les entreprises font ce qu'elles peuvent pour absorber les bénéficiaires du programme Aide que le gouvernement finance pour leur donner une première opportunité d'emploi. Alors, Madame la ministre, quels sont les secteurs, les chronoporteurs vers lesquels vous pouvez orienter cette jeunesse qui aujourd'hui, pour une bonne partie, est formée? Et puis, dans votre département ministériel, de quelle façon vous arrivez à informer, à faire en sorte que les jeunes aient l'information vers les créneaux qui sont aujourd'hui porteurs? Vous avez peut-être un plan? Absolument. Alors, la première question sur les créneaux porteurs, je crois qu'on l'a abordée sans faire exprès. L'agriculture est le domaine par excellence de création d'emplois et d'opportunités. La crise sanitaire nous l'a prouvé davantage. Et je disais tantôt, quel que soit l'objectif de développement que l'on a, il est important de satisfaire les besoins de l'humain. Les besoins, qu'ils soient essentiels ou non, il faut les satisfaire. Et c'est ça qui crée le business. C'est ça qui fait d'un créneau un créneau porteur. Aujourd'hui, ce que nous faisons, notre stratégie, c'est d'abord de rendre disponibles des informations suffisantes des jeunes sur les opportunités qui sont créées dans la feuille de route gouvernementale,
qui sont de toute nature. Quand on parle de la plateforme industrielle, ça va être un domaine qui va certes employer des gens, mais en amont, derrière, il y a une création indirecte d'emplois. Quand on prend la commande publique, ce ne sont pas seulement ceux qui ont accès à la commande publique qui sont les bénéficiaires de ce volet économique d'activité gouvernementale. Vous avez tous ceux qui peuvent intervenir dans la chaîne, que ce soit pour produire des intrants intermédiaires ou même pour produire de l'eau que les gens vont boire sur les chantiers. Et donc tout ça, ça crée de l'emploi. Mais prioritairement, il faut se dire que l'approche chaîne de valeur est une approche qui a donné des résultats. L'approche chaîne de valeur a ceci je dirais, de particulier qu'elle part du marché. Et donc, elle structure le besoin d'une communauté, le besoin d'un pays, le besoin de certains acteurs. Et à partir de ce besoin, on remonte et on organise des producteurs à différentes étapes de la chaîne. Et donc, cette expérience avec le paillage SP a conforté le gouvernement aussi dans le potentiel de l'agriculture. Et il faut dupliquer, il faut amplifier cette approche-là. Et surtout dans des domaines, dans des secteurs porteurs. Quand on regarde le marché national et international, je vous dirais, on a du potentiel dans le karité. On a du potentiel dans tout ce qui est fruitier. Généralement, l'agriculture est le domaine numéro 1. Le domaine numéro 2, c'est tout ce qui est service. Service en lien justement avec l'agrobusiness, la logistique, la transformation et le commerce, le trading. Et enfin, un troisième secteur qui est assez intéressant de creuser, c'est le domaine d'éthique. C'est le domaine du numérique et du digital pour apporter des solutions qui portent la transformation, la production et la productivité dans le pays. Vous citez l'agriculture, la collecte et bien d'autres domaines comme des secteurs pourvoyeurs d'emploi. Aujourd'hui, vous souvenez donc beaucoup de jeunes. On va regarder un reportage qu'on a préparé à cet effet. On va regarder le reportage et on en parle juste après. Quartier Atiégou, à Lomé. À l'intérieur de cette clôture, des sacs entassés, des sacs de déchets plastiques. Sur les lieux, ce jeune de 29 ans, c'est lui le patron de l'entreprise prestataire. Une entreprise de transformation de déchets plastiques financée par le FAEJ. Nous avons mis en place depuis 6 ans une entreprise sociale de recyclage des déchets. Nous avons démarré avec l'appui du Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, qui est une initiative du gouvernement. Et nous avons donc eu une subvention et un financement qui nous a permis de lancer nos activités. Redonner vie aux déchets plastiques, c'est le quotidien de Justin. L'activité est boostée par une application Zéro Déchet. L'ambition, c'est de professionnaliser la collecte de déchets dans les ménages. Avec cette application, les ménages peuvent donc implémenter donc le tri des déchets. Les déchets seront triés avec ces 3 poubelles. Et lorsque les poubelles sont pleines, les utilisateurs peuvent nous contacter en un seul clic en donc scannant le QR code affiché sur la poubelle, et nous pourrons venir faire la collecte. À travers la même application, l'utilisateur connaît la quantité de déchets qu'on a récupérés, la qualité, et tout ça, ça correspond à une note. Tout aussi financé par le FAEJ, cette autre entreprise dans le BTP. Ici, on loue, on vend tout type de matériel de construction. Et dans l'Africa, c'est cette société qui met en avant une plateforme numérique au service du BTP. La plateforme est lancée depuis décembre 2020 et nous avons fait notre bonhomme de chemin jusqu'à ce que nous rencontrons une opportunité d'appel à projet de la FTAI financée par le PNUD à travers le mécanisme du FAEJ et du ministère du Développement à la base, où nous faisons partie des 22 lauréats qui ont bénéficié d'un accompagnement financier et technique. Patron, employé, c'est une jeunesse qui inspire.
Ici, à Amadahomey, à la maison des jeunes, beaucoup comme Moussa rêvent de leur emboîter le pas. J'ai présenté mon projet à Nounia Lab et le Nounia Lab a vu que mon projet est viable et ils ont accepté de m'accompagner. Et dans cette phase d'accompagnement, il est prévu que j'aurai un financement après parce que grâce à Nounia Lab, j'ai été incubé et je travaille ici en fait, sur mon projet. Jaffé est lui aussi porteur de projet, une plateforme Maplemu, pas encore financée. Le Nounia Lab nous accompagne dans notre processus de levée de fonds. Elle nous facilite les accès aux API et aux opérateurs afin d'être le moins cher possible sur le marché et pouvoir fournir en tout temps un produit de qualité à nos clients. Imaginatif, créatif, entrepreneurs, de plus en plus de jeunes Togolais s'illustrent désormais dans les startups. Sont-ils des exemples, des modèles? En tout cas, une jeunesse en chemin, toujours avec des défis. Alors, Madame la Ministre, on vient de regarder le reportage. Ces jeunes qu'on vient de voir, je reprends la question, sont-ils des réussites, sont-ils des modèles, des exemples ou simplement des exceptions? Ça se passe de commentaires. Je vous laisse répondre à cette question-là. Je suis sûre que vous avez votre avis sur la question. Mais on aimerait bien entendre le vôtre. Absolument, absolument. Ils sont plus que des modèles, ils sont des réussites. Parce qu'une réussite, ce n'est pas forcément un chiffre d'affaires de milliards de dollars ou de CFA, mais c'est de passer d'une situation de zéro emploi à une situation d'emploi, tout en créant de l'emploi pour les autres. Et vous avez vu le processing. Comme je le disais tantôt, on part de l'environnement. On a divers leviers, une activité à multiples impacts. Économie sociale et solidaire, parce qu'on répond à un besoin de son environnement, le rendre propre et le débarrasser de déchets. On prend ces déchets, on les transforme et par la même occasion, on emploie des jeunes. Et pour les transformer, on intervient, on fait intervenir encore le digital. Et dans les 2-3 exemples qui sont passés, vous avez pu voir comment est-ce que différents profils et différents types de domaines sont imbriqués les uns dans les autres pour donner un résultat économique appréciable. La ministre, ces jeunes sont pour la plupart financés par le foyer GSP. On a un peu comme l'impression, est-ce que vous pensez que ces jeunes sont suffisamment informés des différents programmes initiés par le gouvernement? À les entendre parfois, on a l'impression qu'ils sont un peu perdus. Avant d'aller plus loin, je voudrais préciser que le FAIEJ ne fait pas le financement, mais le FAIEJ appuie les jeunes jusqu'au financement qui est fait par les partenaires financiers. Donc, l'accompagnement technique est fait par le FAIEJ. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que le Togo a fait une option qui est assez intéressante et qui permet vraiment d'endiguer durablement la question de l'emploi. L'équation de l'emploi et de l'employabilité des jeunes, c'est celle d'associer les questions de jeunesse à celle de l'emploi et de l'employabilité des jeunes, ce qui permet vraiment d'aborder le problème de façon holistique. Ainsi, vous allez voir des programmes qui commencent très tôt, les vacances citoyennes, qui permettent déjà, à partir de la 3e ou après l'école primaire, de susciter, d'aller chercher la substance productive et créatrice dans le jeune. Et au fur et à mesure que le jeune avance, on les retrouve au sein du PEFA. La dernière fois, nous avons assisté à une présentation du PEFA. Et c'est un programme qui est porté par Madame le Premier ministre, un programme à l'attention destiné aux jeunes filles. Je peux vous parler d'excellence. Pour un programme d'excellence, au bout de 2 ans, on a vu la transformation. Et c'est ça qui va permettre à notre pays de créer des champions. C'est ça qui va permettre à notre pays d'avoir des réussites comme celles que vous venez de voir, celles sur lesquelles vous avez fait le reportage. Alors, est-ce que les jeunes sont suffisamment informés? On compte sur vous, on compte sur les médias, on compte sur les journalistes, mais nous faisons notre homework. Nous organisons périodiquement des rencontres à travers le Togo
où nous mobilisons des jeunes pour leur parler des programmes parce que nous avons conscience qu'il y a une bonne partie des jeunes qui est restée un peu sourde et qui ne sait pas saisir les opportunités. Donc c'est un objectif important pour nous aujourd'hui au ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, de faire en sorte que tous les Togolais, que tous les jeunes Togolais puissent connaître et avoir l'information, disposer de l'information. Pour ce faire, naturellement, nous avons les réseaux sociaux. Cela ne suffit pas parce que certains préfèrent aller regarder des sketchs sur YouTube. Donc, il y a une éducation à faire. Il y a du chemin, mais il faut aussi la participation du jeune. Il faut que notre jeunesse soit attentive. Il faut qu'elle ait cette volonté que la plupart a aujourd'hui de chercher à savoir ce qui est fait pour eux. Nous avons comment dirais-je, des rencontres périodiques. Il y a une rencontre comme Jeudi J'ose qui est diffusée à travers les réseaux sociaux organisés par le FAYEJ. Et dans quelques jours, nous allons organiser la semaine de l'innovation pour permettre aux jeunes qui ont des idées créatrices, qui ont des inventions, de pouvoir aussi se faire découvrir et surtout permettre à d'autres de pouvoir emboîter leurs pas. Nous allons organiser également dans les semaines et mois à venir une semaine de la jeunesse. Et cette semaine-là va pouvoir aborder l'ensemble des problématiques qui sont liées à la jeunesse, que ce soit l'emploi, la santé, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du numérique, de l'agriculture, du sport. Mais nous voulons, avec ces jeunes, construire le jeune de demain. Aujourd'hui, à la culture entrepreneuriale, il faut éduquer à entreprendre. Et je veux entreprendre, disent la plupart des jeunes qu'on rencontre, mais je ne sais quoi faire. Qu'est-ce qui est en cause? Est-ce la formation, l'orientation, ou ce manque justement de culture chez nous, voilà, la passion même pour la valeur travail? Qu'est-ce qui est en cause selon vous? L'entrepreneuriat ne s'en prend pas. Sinon, tous ceux qui font des écoles de gestion seraient des entrepreneurs en puissance. C'est d'abord une vision, c'est une idée. Mais à partir de l'idée, il faut pouvoir avoir le potentiel, la capacité, les ressources internes pour porter ces idées, l'éclore et en faire une idée entrepreneuriale, mais une idée aussi qui peut être viable. Et c'est en cela que les différents mécanismes qui sont mis en place par le gouvernement sont utiles donc à ces jeunes qui ont envie d'entreprendre. Il est clair que tous ne pourront pas y arriver, mais on fait l'essentiel au niveau du gouvernement pour que les opportunités soient là, que les solutions soient là pour les accompagner à éclore et à porter leurs initiatives entrepreneuriales. J'irai un peu plus loin. L'entrepreneuriat individuel a ses limites. Elle a ses limites en ce sens qu'elle confond l'entreprise à l'entrepreneur avec ses limites personnelles. Une entreprise a besoin de commercial, a besoin de marketing, a besoin de capacité managériale. Et donc, l'entrepreneuriat collectif a cette force qui consiste à la convergence et à la mutualisation des compétences et qualités personnelles, individuelles des acteurs. C'est pour cela qu'au niveau du FAYEJ, aujourd'hui, la stratégie, c'est d'accompagner les coopératives, le regroupement des coopératives, des jeunes en coopérative, pour qu'ils soient plus forts, pour qu'ils puissent entreprendre durablement et mettre en commun leurs capacités, leurs compétences, aptitudes personnelles, ce qu'on appelle soft skills, pour créer et porter une idée entrepreneuriale durablement. Alors, on est d'accord que tout le monde ne peut pas entreprendre. À ceux qui ne peuvent pas justement entreprendre, qu'est-ce que vous leur conseillez? À ceux qui ne peuvent pas entreprendre, naturellement, il existait la voie de l'employabilité. Et les options sont multiples. Vous avez le secteur privé qui est accompagné par le gouvernement pour créer des emplois.
On a, je reviens à l'exemple de la plateforme industrielle. Donc, il y a la promotion de grandes initiatives industrielles, de transformation des initiatives commerciales qui permettent également d'offrir des opportunités à ceux qui ne peuvent pas entreprendre. Et dans ce lot, n'oubliez pas tous ceux qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas de diplôme, mais qui font partie des citoyens togolais et qui ont besoin de travailler. Et pour cela, vous avez justement les programmes de volontariat, l'artisanat, les formations de courte durée et leur inclusion à différents niveaux, surtout pour participer au développement de leur commune et de leur cadre de vie dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, qui est un modèle aujourd'hui que le Togo est prêt à promouvoir parce que justement, il apporte des solutions pour ces gens qui ne sont pas des entrepreneurs tout seuls, mais qui peuvent ensemble produire et apporter des solutions à leur communauté et à leur commune. Alors, évoquant, Madame la ministre, les 25% de parts de marché réservées aux jeunes et aux femmes, une initiative du chef de l'État pour permettre à cette tranche de la population d'avoir accès au marché aux côtés de grandes entreprises. Est-ce que vous pensez que la jeunesse en profite réellement? Est-ce qu'il y a un impact, Madame la ministre? Vous savez, quand on met en place un programme, il y a inévitablement un suivi et des mesures de contrôle et d'évaluation. Et je peux vous dire qu'au fil du temps, les mécanismes se sont améliorés. Les jeunes s'intéressent davantage parce qu'il y a eu des moments où les jeunes ne savaient même pas que ce mécanisme était mis en place pour eux et continuaient justement à se battre pour accéder difficilement à des marchés où les exigences étaient largement au-dessus de leur niveau. Mais aujourd'hui, la mesure qui était de 20%, qui est passée à 25%, elle est très connue des jeunes et vous les voyez, vous les retrouvez dans les appels d'offres qui sont spécialement destinés à eux. Il y a l'année dernière, c'est une quarantaine de milliards, hein, la première année, c'est une quarantaine de milliards qui ont été donc dédiés à ces jeunes-là dans la commande publique. Mais il faut savoir, je le disais tantôt, la commande publique est aussi pourvoyeuse d'emplois. C'est un vivier de réalisation, de création d'emplois, parce que quand vous avez une grande entreprise qui a un marché de 1 milliard, de 10 milliards, de 100 milliards, forcément, il crée de l'emploi par derrière. Le Togo n'a pas vocation à importer de l'emploi. Et donc, lorsque vous avez des marchés d'importance et d'envergure, derrière et dans la chaîne, vous retrouvez donc ces jeunes-là. Mais ce qu'il faut, c'est aussi que ces jeunes puissent se donner les moyens de grandir, qu'ils puissent améliorer les services et les produits qu'ils proposent et qu'ils se donnent la capacité technique de répondre aux attentes que les partenaires ont vis-à-vis de leurs entreprises. On va revenir un peu sur le Provolat. Vous l'avez longuement cité tout à l'heure dans vos réponses. Oui, c'était la NVT qui est justement reconverti aujourd'hui en NVT. Avons-nous des résultats aujourd'hui à la hauteur des ambitions définies à la création donc, de ce programme? Alors, sur la NVT, je peux vous le dire tout de suite et alors, sans aucun doute, c'est un programme, c'est une réussite. C'est un programme qui a répondu, qui a tenu ses promesses. Nous avons 4 catégories de volontariat qui avaient été créées, en sachant que tout est allé progressivement. Nous avons le volontariat de compétences, nous avons le volontariat d'engagement citoyen, on a le volontariat senior, et puis il y a une forme de volontariat qui est le volontariat international dans le cadre d'échanges avec d'autres pays, d'autres nations qui ont vocation à déployer, à développer le volontariat comme le Togo. Et c'est plus de 55 000 jeunes, plus de 50 000 jeunes qui ont été enrôlés par le volontariat au cours des 10 dernières années. Et aujourd'hui,
avec cette expérience réussie qui suscite l'intérêt de la plupart des pays qui viennent voir et qui reconnaissent vraiment l'efficacité de ce programme pour donner l'opportunité à des jeunes sans emploi ou en quête d'emploi de s'engager, d'apprendre et de se réaliser. Nous envisageons de faire de ce programme, d'institutionnaliser donc ce principe et ce constat de l'efficacité du volontariat pour que les jeunes puissent davantage passer par là, en faire le premier pas. Le volontariat ne remplace pas l'emploi. Le volontariat n'a pas vocation d'être un emploi durable. C'est un engagement sur une durée déterminée à apporter sa contribution au développement de son pays, et le pays vous le rend bien, il vous apprend, il vous donne des valeurs, il vous inculque des savoirs et il vous aide à vous repositionner dans votre environnement social et socio-économique. Madame la ministre, restons toujours avec le Provonat. Alors, il n'est pas rare de croiser des jeunes qui disent « j'ai fait 5 ans, j'ai fait 3 ans de Provonat, j'espérais être recruté par la structure d'accueil, mais non, voilà, me revoici à la maison ». Qu'avez-vous à dire à ces jeunes qui perdent la foi en ce programme, qui, reconnaissons-le quand même, avait suscité beaucoup d'engouement et qui a offert aussi des opportunités pour d'autres? Ce que vous dites est tellement vrai, je l'entends assez souvent, mais il est important de rappeler à notre jeunesse et à nos jeunes volontaires que, comme je le disais tantôt, le volontariat, ce n'est pas l'emploi. Ça leur donne des capacités, ça leur donne de l'expérience pour mieux se positionner face au marché de l'emploi. Le volontariat ne se substituera pas à un emploi durable d'un jeune, mais il faut que le jeune saisisse cette opportunité de volontariat pour devenir meilleur, pour être plus compétitif. Et j'encourage vraiment les jeunes à avoir beaucoup plus foi en ce programme qui va les accompagner et qui va être amplifié. Cette année, nous avons initié une forme de volontariat. On a un pilote qui est un volontariat de vacances pour les jeunes bacheliers. Et là, ça va être un volontariat de très courte durée. Ça permet aussi aux volontaires de comprendre qu'ils doivent, dans un temps très court, saisir la substance de ce qu'est être employé, travailler, avoir une vie professionnelle, se lever, avoir de la rigueur, cultiver des valeurs, être efficace, être rigoureux, etc. Et pour nous, c'est d'autant plus important que aujourd'hui, dans le partenariat avec les communes, le volontariat joue un rôle très important, surtout dans le domaine de l'environnement, où les volontaires ont contribué énormément dans la campagne de reboisement en s'appuyant sur les communes. Les communes permettent aux jeunes de vivre leur environnement, de vivre leur quartier et de servir ce quartier tout en se formant, tout en développant des aptitudes, des capacités. Et je pense qu'il faudrait une formation à la base. Il faudrait vraiment que les jeunes aient foi en ce programme. Et le gouvernement prend la mesure de l'utilité et de l'impact du programme, ce qui fera qu'il va être amplifié pour répondre, je dirais, à la diversité de profils de jeunes que nous avons. Le développement à la base, ce n'est pas que les jeunes, c'est aussi d'autres tranches de la population. Ces dernières années, on a constaté que le gouvernement a consenti d'énormes efforts en matière d'investissement sur la réalisation de certaines infrastructures sociales de base à travers ANADEB. Je vais citer par exemple les marchés, les latrines, les bâtiments scolaires. Mais le constat qui est fait sur le terrain, c'est que ces populations, ces bénéficiaires, on a un peu tendance à constater que ces populations ne s'approprient pas ces infrastructures. Parfois, quand on pose des questions, si je prends l'exemple des marchés, on peut dire c'est loin, on n'aura pas de clients. La question, c'est de savoir, est-ce qu'en fait, à la base, on approche quand même ces populations pour qu'elles s'approprient justement ces infrastructures-là. Qu'est-ce qui se fait?
Je suis assez surprise de ce constat de gens. Ça doit être des cas assez isolés. Parce que la démarche en elle-même, c'est la démarche de développement conduit par les communautés. Et c'est ça l'essence même du développement à la base. Ce sont les acteurs communautaires qui sont structurés, qui sont formés, accompagnés, auxquels on apprend à faire des arbitrages, à gérer les priorités, à choisir pour leur communauté ce qui est prioritaire et important. Et on leur donne des capacités de faire le suivi et de conduire la construction ou la mise en œuvre de leur projet. Et donc, c'est la meilleure méthode. Et on n'en a pas trouvé de meilleure jusqu'ici, en tout cas au Togo. Et d'ailleurs, ça fait école pour impliquer les communautés afin qu'elles s'approprient tout ce qui est fait en termes d'investissement socio-communautaire pour elles. Et je peux vous assurer que le processus, il est simple. Ça commence par une demande, et d'abord par une formation déjà des communautés, la structuration, l'organisation des communautés à la base, en communauté villageoise de développement ou en communauté de développement de quartier. Ensuite, à l'analyse de l'environnement, au questionnement de leurs besoins, des besoins d'infrastructures communautaires, d'infrastructures collectives de base. Et vous les avez cités, c'est soit des marchés, des latrines, des écoles, des fontaines, des forages, et j'en passe. Et dans cela, il y a même le renforcement de capacité des groupements au sein des communautés pour qu'elles puissent développer une capacité d'activité génératrice de revenus autour de ces infrastructures qui sont conçues pour elles. Et donc, naturellement, elles sont impliquées, elles ne sont pas que concernées. Elles sont impliquées dans la mise en œuvre de ces projets, ce qui en facilite l'appropriation et la gestion. Et c'est les femmes dans les marchés qui assurent la gestion du marché, l'entretien, que ce soit des latrines et tout le reste. Donc les communautés s'organisent pour vivre et profiter. Et les résultats sont là. Hein. Je crois qu'il y a certains cas isolés, effectivement, où il y a je dirais des réminiscences de conflits. Pour délocaliser les revendeurs de fruits au niveau de Assigamé, par exemple, pour venir au campus. Oui. De légumes. Oui, le marché de légumes. Ça a été difficile, ça a été long, mais il faut de la pédagogie. Il faut continuer à sensibiliser, parce que c'est dans l'intérêt de ces populations, de ces communautés et de ces femmes que le gouvernement initie ces projets. C'est pour ça qu'il est important pour nous, au développement à la base, de les impliquer, de leur donner la capacité de comprendre. Parce qu'il n'est pas évident que tout de suite, quand vous arrivez, vous dites, bon, on veut savoir de quoi vous avez besoin. Certains vont dire école, certains selon leurs besoins personnels. On les amène à comprendre ce qu'est une infrastructure collective, ce qu'est la priorité de la satisfaction du besoin collectif et communautaire, parce qu'il est source de développement, il est source de renforcement de cohésion, source de socialisation. Et sur ce plan, c'est comme toute œuvre humaine, il y aura forcément des exceptions, il y aura des fois où ça ne marchera pas, mais nous n'avons jamais laissé ces communautés rester sur des postures de refus, de défiance ou de non-adhésion à l'utilisation. Et vous avez des cas, je ne vais pas en citer, il y en a pas des masses, mais où dans un premier temps, on veut construire le marché à tel endroit parce qu'on estime que les populations ou l'ancien marché était ici, alors qu'on a des problèmes d'accessibilité et qu'il y a un développement qui est plutôt déjà en cours dans une zone qui va être naturellement un centre de convergence. Donc, c'est comment dirais-je, il faut expliquer, c'est de la sensibilisation, c'est de la pédagogie. Et croyez-moi, les populations, même quand elles sont analphabètes, même quand c'est des vieilles personnes, même quand elles sont dans les villages, dans les contrées reculées, elles ont du bon sens et elles savent comprendre où se trouve l'intérêt et l'intérêt collectif. C'est la même démarche de concertation, d'implication que vous menez envers les communes aujourd'hui qui existent
et qui accompagne également les pouvoirs publics, disons le gouvernement, dans la réalisation de ces projets sur le terrain. Quelle est la démarche, l'approche avec les communes? Absolument. Vous savez, avec l'émergence de l'arrivée de la décentralisation, il s'est posé beaucoup de questions. On s'est demandé comment ça va se faire. L'ANADEB fait des choses, l'ANADEB est auprès des communautés. Où se trouve la communauté, où se trouve la commune? La commune est la partie administrative de la communauté. Et nous l'avons tellement bien compris que très tôt, il s'est développé un partenariat, une synergie avec les communes. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'ANADEB a réalisé les travaux d'infrastructure des communes avec satisfaction. Et nous avons également travaillé sur les plans de développement des communes. Et donc, on s'assure que lorsqu'on va vers des communautés, le niveau communal est en phase avec les besoins ou les desiderata des communes. Ce qui évite d'ailleurs des conflits inutiles, parce qu'une commune doit être construite avec un plan et il faudrait que ce plan soit en phase avec l'expression des besoins de nos communes. Donc il y a un deuxième niveau de validation aujourd'hui depuis que les communes sont là et nous travaillons en parfaite intelligence avec les maires, avec les communes. Nous avons, d'ailleurs, nous avons parlé en long et en large de l'emploi des jeunes et de la jeunesse et nous avons élaboré, appuyé l'ensemble des communes à élaborer, à intégrer dans leur stratégie, dans leur plan de développement, les plans de développement de la jeunesse et d'emploi des jeunes. Alors, justement, nous avons longuement parlé des jeunes. Parlons maintenant des femmes, de nous les femmes, avec notamment le produit FNFI et ses divers produits, j'ajoute. On ne va pas revenir sur les acquis de ce mécanisme, mais les projections, oui. Alors, comment allez-vous renforcer l'autonomisation de nos mères, de nos sœurs et épouses? Voilà, on marche déjà. Et surtout, celles qui sont dans les milieux reculés, les villages, en cette année 2023. Le ministère du Développement à la base, autant que le ministère de l'Inclusion financière, sont très proches de ces femmes que vous imaginez très loin. Elles ne sont pas loin de ces ministères-là. Et en matière d'inclusion financière, vous pouvez constater que le FNFI a tenu ses promesses et est toujours présent pour tout ce qui est financement et accompagnement des femmes. Et l'alphabétisation des femmes. Différents ministères interviennent sur la question de la femme. Essentiellement, le ministère spécifiquement de la promotion de la femme, qui est le ministère donc, qui est lead sur tout ce qui est promotion de la femme. Mais c'est une thématique qui est transversale et donc nous nous retrouvons effectivement à accompagner les groupements et les groupements de femmes dans le renforcement de leurs capacités à les organiser afin qu'elles puissent faire des choses ensemble, elles puissent socialiser, créer des activités. Pour la question de financement, elles ont toujours l'appui du FNFI qui est un mécanisme assez pertinent pour parachever donc l'autonomisation des femmes. Si vous permettez, nous allons partir dans un village appelé Yohonou, c'est dans le Vaud, où là-bas la vie tourne autour du manioc, avec des femmes bien passionnées pour le travail. Je vous invite donc à regarder le reportage et on en parle juste après. Comme souvent le samedi, les femmes du groupement Famille Kolping se retrouvent. Leur activité, le manioc. Nous sommes à Yohonou, dans le Vaud. Transformé en pâte, le manioc est ensuite grillé. Après avoir déterré le manioc, nous le râpons et pressons. 24 heures plus tard, on peut tamiser la pâte obtenue pour griller. Rarement nous sollicitons le moulin. Ici, on n'a pas de courant. Nous râpons à la main. Nos clients viennent aussi de Lomé. La matière première est produite sur place
et sur 3 hectares cette année. Nous avons loué le terrain. Quand nous vendons les produits du manioc, les causettes, le gari et autres, nous épargnons et réinvestissons dans d'autres activités. Loumonsi est veuve et membre du groupement depuis 5 ans. Pour elle, le manioc est devenu une source de revenus. Le toit de ma maison était en paille et quand il pleut, je souffre avec mes enfants. Grâce à ce travail, j'ai pu remplacer ce toit en tôle. J'arrive à assurer la scolarité de mes enfants, toujours grâce à ce travail. Désormais pour Loumonsi, l'avenir se conjugue avec le manioc. On compte plus de 10 groupements de femmes dans le seul village de Yokhonou. Elles mettent ensemble leurs forces et leur savoir-faire pour booster et diversifier leurs activités. L'épanouissement de leurs familles respectives en dépend. Madame la ministre, ces braves femmes que nous venons de voir dans ce reportage travaillent déjà en groupement. Alors pour celles qui ne travaillent pas justement en groupement, comment l'ANADEB les accompagne? Bien, comment peuvent-elles bénéficier de l'accompagnement de l'ANADEB? Et cet accompagnement, comment il s'exprime? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les communautés, il y a une certaine proximité. Et nous avons également des agents de l'ANADEB on a un maillage du territoire qui fait qu'on retrouve vraiment des agents de l'ANADEB dans toutes les contrées. Et le bouche à oreille est certes quelque chose qui marche très bien dans ces zones-là. Et du coup, une femme qui appartient ou non à un groupement qui souhaiterait être appuyée ou bénéficier se rapproche de l'agent d'ANADEB et l'agent d'ANADEB également a vocation d'aller de plus en plus près et de chercher à comprendre l'environnement social des zones et des communautés dans lesquelles il travaille. Donc quand on arrive dans une communauté ou dans une région, naturellement, l'agent cherche à aller un peu plus loin, à comprendre l'écosystème, l'environnement social, culturel et à apporter, donc, à tendre la main à ceux et celles qui souhaiteraient réaliser des activités ou qui ont besoin d'un coup de main. Et il faut reconnaître que le gouvernement a mis en place une série de solutions, une diversité de solutions. On peut dire qu'il y a beaucoup de programmes, certes, mais ces programmes ont des cibles spécifiques et sont complémentaires. On est comme dans un puzzle et pour avoir la vraie solution, il faut, dans le cadre d'une segmentation fine, pouvoir répondre à tous les types et tous les profils de citoyens que nous avons. Alors, vous avez des femmes qui se regroupent autour des plateformes multifonctionnelles, on en a à peu près 300 dans tout le pays. Et donc, ces femmes participent déjà dès le départ à la base à la mise en place de ces plateformes multifonctionnelles et elles créent autour de ces plateformes leurs activités génératrices de revenus. Elles ont la responsabilité d'assurer la maintenance et la survie donc de ce business. Quand on met à côté de ça les groupements qui viennent renforcer ou être renforcés des fois par l'existence de ces plateformes multifonctionnelles, on arrive déjà à créer un petit écosystème qui permet l'autonomisation progressive des femmes. Il faut savoir que ces groupements ont aussi une éducation sur l'épargne parce que le crédit n'est pas l'unique solution pour faire du business. Elle n'est même pas forcément la plus durable ou celle qui fait le plus, qui offre les meilleures opportunités de durabilité d'un business. Donc ces femmes-là, on les éduque, on leur apprend à faire de l'épargne, à mettre de l'argent de côté pour pouvoir continuer à évoluer et à accroître leur business. À côté de ça, vous avez des programmes comme le Paillage SP qui également, à travers la création des chaînes de valeur, inclut
des femmes et des jeunes dans ces chaînes de valeur. Donc, vous voyez que le maillon s'agrandit et s'élargit. Et maintenant, vous avez le FAIEJ qui vient également avec des solutions d'accompagnement des jeunes, mais beaucoup plus vers l'entrepreneuriat structuré et les coopératives aujourd'hui. Ces femmes des groupements sont désormais, pour les rendre formelles, des membres de coopératives. Et dans certaines régions déjà, on a commencé à les organiser en coopérative pour que progressivement, elles puissent également rentrer dans le système, je dirais, économique, socio-économique national. Au-delà de l'ANADEB, il y a des structures qui accompagnent justement les projets au niveau des populations à la base. Eh bien, est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'on peut citer aussi le PUDC, il y a le PAEGSP, comment sur le terrain, c'est-à-dire vous faites en sorte à orienter justement les bénéficiaires vers ces projets-là porteurs? Alors, vous aviez posé une question qui était intéressante s'agissant des jeunes. Est-ce que ces jeunes connaissent les solutions qui existent? C'est la même chose pour les gens dans les communautés et dans les communautés à la base. Mais ce qui est intéressant, c'est des petits groupes. C'est des petits groupes où l'information et la communication passent avec des mécanismes qui sont les mécanismes traditionnels et culturels agréés. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des radios communautaires, que la plupart sont un peu connectés, plus ou moins, dans une certaine mesure. Et donc, la présence des agents, et souvent c'est l'ANADEB qui a le plus de représentation et qui oriente donc chaque acteur ou chaque membre vers la solution la plus idoine. Oui, il y a plusieurs solutions. Ces solutions sont adaptées à différents types et à différents profils et apportent également des réponses diversifiées dans des domaines un peu différents. On ne peut pas dire qu'on fait emploi des jeunes et se dire « Ok, ça y est, c'est fini, l'emploi des jeunes, c'est l'emploi des jeunes ». Donc, nous savons tous que d'entrée, on aura des jeunes scolarisés et des jeunes non scolarisés. On aura des jeunes qui vivent en zone urbaine, en zone périurbaine et en zone rurale. La problématique n'est pas la même, les solutions ne sont pas les mêmes, les approches doivent être différentes et adaptées afin que nous puissions obtenir des résultats. Et aujourd'hui, l'accompagnement doit se faire en s'appuyant et en tirant des leçons de tous les mécanismes qui ont existé. Mais on ne fera pas l'économie de cette, de cette segmentation nécessaire pour adapter les solutions à la diversité des profils naturellement existants. Nous allons entamer un autre volet de notre entretien. On va évoluer sur un cas particulier, la région des savanes. La lutte contre la pauvreté dans cette région, l'extrémisme violent, le djihadisme, comment le ministère du Développement à la base, votre ministère, prend part à ce combat dans sa feuille de route en termes d'offres? Quels sont les filets sociaux de base ou les supports de sécurité que vous offrez, que vous proposez sur le terrain? Le gouvernement a mis en place un programme intégré d'aide et de soutien au développement de la région des savanes. Naturellement, le ministère du Développement à la base, qui est un allié naturel, un partenaire de toutes les régions où la pauvreté fait son nid et joue un rôle assez important dans le déploiement de ce programme-là. Les filets sociaux de base que vous connaissez déjà, on en parle, donc il y a cette capacité d'amener les populations à exprimer leurs besoins. La construction des infrastructures, l'eau, l'énergie et tout le reste font partie de ce programme national. Mais essentiellement, au cours des derniers mois, nous sommes intervenus sur 3 aspects fondamentaux. Les transferts monétaires. Ces transferts monétaires qui existaient déjà, que vous connaissez, qui sont dans une certaine mesure, si l'on s'en tient à la structure de la population, à la structuration économique de la population togolaise, qui constitue le RMI, qui est devenu RSA dans certains, en France, pour ces populations-là. Nous avons notre modèle de RMI et toutes les actions qui sont menées tendent à sortir les gens de la population. Donc, les transferts monétaires ont été la première solution.
vous connaissez l'impact spectaculaire et l'utilité de ces transferts monétaires. D'abord, de façon structurelle, il y avait eu à peu près 60 000 bénéficiaires d'une première vague avec un partenariat avec la Banque mondiale et ça a duré 18 mois. L'idée, ce n'est pas de donner de l'argent aux gens uniquement, mais aussi de les accompagner pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté. Et donc, ce transfert monétaire a été amplifié. Aujourd'hui, c'est à peu près 50 000 bénéficiaires que nous avons dans la région des Savanes sur les 125 000 de la deuxième vague de transfert monétaire qui a été enclenchée après la crise. Vous avez connu la phase conjoncturelle également de Novici, qui est un mécanisme de transfert monétaire qui s'est fait parler de lui, ce programme bien au-delà des frontières, et qui a d'ailleurs permis aujourd'hui de déployer un mécanisme basé sur la digitalisation avec les bénéficiaires du programme que nous appelons filets additionnels. Et donc, on a ces transferts monétaires. On a également la construction d'infrastructures. Il y a un projet sous-régional qui couvre les pays du Golfe Guinée, la région nord du Golfe Guinée, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes tous exposés au même risque d'extrémisme, de djihadisme. Et donc, ce programme sous-régional est porté également par la NADEB qui opère sur la partie construction d'infrastructures socio-communautaires et renforcement de capacité des populations. Enfin, l'autre volet, c'est celui social des cantines scolaires. Et donc, dans la région des Savanes, c'est une cinquantaine d'écoles qui rapidement ont été prises en charge par le programme des cantines scolaires. Les communautés s'approprient ce programme dans le volet éducation de leurs enfants? C'est très intéressant comme question. Et parce qu'à la base, le programme de cantine scolaire, c'était un repas chaud au moins par jour dans des zones où les écoles étaient très éloignées et où la pauvreté était assez prégnante. Mais on a constaté rapidement que cela permettait également une fréquence des élèves, une assiduité à l'école. Cela a permis d'accroître la présence des filles à l'école puisqu'elles ne sont plus non seulement obligées de rester à la maison pour aider à préparer, elles vont à l'école et en plus, si elles vont à l'école, elles vont manger et ça leur permet d'avoir un repas chaud. Mais il y a eu une très belle évolution et comme je vous le disais, les programmes du gouvernement, c'est d'abord projet, c'est ensuite résultats, évaluation, analyse, leçons apprises et puis on reprend. Et aujourd'hui, le programme de cantine scolaire est un programme national institutionnalisé par une loi qui intègre tous les aspects et toutes les leçons que nous avons tirées donc, de la première phase de déploiement du programme de cantine scolaire. Les communautés sont impliquées d'abord parce qu'elles contribuent à la gestion même du dispositif de préparation dans les écoles. Elles contribuent 10 francs sur chaque repas par jour et bien entendu, quand le repas était à 125, l'État mettait 115 francs et les communautés mettaient 10 francs par enfant. Les mamas cantines qui sont, ça c'est aussi de l'emploi créé, qui sont les femmes qui assurent la préparation des repas dans les écoles, sont des femmes qui viennent des communautés, qui viennent de la zone, qui sont des parents d'élèves pour certains. Et la gouvernance est assurée à la fois par les parents d'élèves, les enseignants et la NADEB. Et ce programme assure également le suivi de l'hygiène en partenariat avec le ministère de la Santé. Il assure également le déparasitage et le contrôle de la vaccination et des parents, un plan santé. Et donc aujourd'hui, le programme de cantine scolaire est un programme complet. Mais laissez-moi aller un peu plus loin et vous en dire plus. La loi a prévu que 40% des ressources destinées à la cantine scolaire
soit dépensé localement. Et donc, on n'est pas dans un programme où on va acheter des pâtes alimentaires, on est sur le consommé local, mais très local. Et de plus, il faut reconnaître que le programme d'alimentation scolaire est un programme très inclusif, dans la mesure où aujourd'hui, avec le PAM, nous sommes allés dans le déploiement de jardins scolaires autour des écoles. Et quand je vous parlais de complémentarité, les volontaires dans les communautés vont être impliqués dans le déploiement des jardins scolaires, qui permettront également aux élèves et aux apprenants de se familiariser donc avec la production agricole, avec l'agriculture et surtout le manger bio. À côté de ces volontaires, vous avez également, on a mis en place un mécanisme c'est une économie circulaire où nous sommes en train de déployer des biodigesteurs. C'est des équipements qui sont destinés à transformer, comme on a vu tout à l'heure la transformation des plastiques, donc à transformer les déchets organiques en engrais pour produire davantage autour des écoles. Et pour la partie protéinée, il y a un programme pilote de poulailler dans 10 écoles pour installer des poulaillers, pour produire des œufs et aussi de la viande. Et donc, ce programme va permettre vraiment de développer une économie locale qui va se renforcer autour de l'alimentation scolaire. Nous avons fait quand même un tour d'horizon des diverses activités de votre département. Mais on ne sait jamais, est-ce qu'il y a un aspect si important que nous avions peut-être oublié? Effectivement, un point qui nous est cher aujourd'hui, qui constitue, qui freine un peu les résultats ou l'épanouissement de notre jeunesse. Le gouvernement a appuyé le Conseil national de jeunesse avec différents partenaires techniques et nous sommes arrivés à l'élaboration d'une politique nationale de jeunesse qui ambitionne de faire du jeune Togolais l'acteur de son propre développement, épanoui, etc. Mais les fléaux sociaux aujourd'hui constituent un frein à l'épanouissement et au développement harmonieux de notre jeunesse et surtout un frein pour qu'elle puisse profiter vraiment des investissements qui sont faits à son endroit. Je vais parler de la drogue. Je vais parler même de l'utilisation des réseaux sociaux, de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. C'est un sujet et il est très sérieux parce que quand on voit aujourd'hui les ravages que les drogues font sur nos jeunes, il importe de s'arrêter et de se demander que faisons-nous. Si nous nous prenons garde, dans une vingtaine, une trentaine d'années, à l'allure où se passe la drogue dans les écoles publiques, privées, nationales, internationales, nous allons avoir des véritables loques humaines. Nous sommes tous conscients que les drogues, l'alcool, détruisent psychiquement et psychologiquement les jeunes. Certains, d'ailleurs, sont déjà déscolarisés. Donc il faut que nous prenions accord. Chacun à son niveau doit pouvoir contribuer, mais le gouvernement va amplifier et accélérer donc la prise en compte de ce fléau-là. Il est important que les adultes, dans un sursaut de solidarité intergénérationnelle, se saisissent de ce sujet-là. Quand on parle de la drogue et des substances nocives, on a le tabac, on a l'alcool, mais il y a un phénomène qui est très récent et dont l'impact et les ravages sont malheureusement sous-estimés. C'est la chicha, la pipe à eau. C'est un point et je voudrais lancer un appel à nos jeunes. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas du sirop de menthe, ce n'est pas de la vapeur. La chicha est dangereuse et 5 bouffées de chicha équivalent à 100 cigarettes.
Oui, les études sont là. Et donc, je crois que c'est un point qui nous tient à cœur et sur lequel nous invitons vraiment la jeunesse à prendre conscience du danger et les personnes un peu moins jeunes à accompagner, à attirer l'attention, à ne pas laisser les jeunes jouer avec des objets et des outils dangereux. C'est juste cette sensibilisation sur les méfaits de la drogue, de la chicha, cet appel à prendre conscience donc, de ces fléaux que nous allons clore donc cet entretien. Merci beaucoup Madame Myriam Dessou d'Almeida. Vous êtes ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à Amen Assignon, journaliste freelance et correspondante VO Afrique. Merci à Augustin Sizing, DP, directeur de publication du journal Écho du Pays. Et merci également à nos reporters qui ont réalisé les reportages. Amandé Solange, Christine Pétier-Kialoudé, à l'équipe technique, l'ensemble, la réalisation. Merci à toutes et à tous. Cette émission est disponible également sur YouTube et sur la page Facebook de la télévision togolaise. Merci de nous regarder. À très très bientôt.